Bienvenue à toutes et à tous dans cette troisième vidéo consacrée de manière plus spécifique cette fois-ci à la mortalité embryonnaire. Nous allons caractériser ces définitions qu'on peut lui attribuer, préciser un peu les principales approches diagnostiques et comparer un peu leur prévalence dans deux types de spéculations, laitière et à viande. Je me suis essentiellement basé ici pour illustrer le contenu sur la publication récente de Polaire, publiée en 2020. Définition tout d'abord, nous retrouvons effectivement les trois périodes, période embryonnaire précoce, période embryonnaire tardive et période fétale, avec chaque fois les jours après la fécondation concernés par ces périodes. Commençons par la fécondation. Le contrepoint de cette fécondation, c'est bien sûr l'absence de fécondation. Non-fécondation, il ne s'agit pas donc de mortalité embryonnaire proprement dite. Au cours de la première semaine suivant cette fécondation, on va parler de mortalité embryonnaire très précoce. Sur la période comprise entre le 8e et le 27e jour, on va parler de mortalité embryonnaire précoce. Vous l'aurez compris, au cours du deuxième mois de la gestation, on parlera davantage de mortalité embryonnaire tardive et par la suite, on parlera d'avortement pour la période comprise entre le 45e jour et le 260e jour de gestation. Puisqu'en effet, entre le 260e jour et la date présumée normale du vélage, on parlera davantage d'accouchement prématuré. Voilà pour les définitions. J'espère que maintenant cela vous incitera à mettre un nom sur les choses de manière plus précise. Alors voyons à présent quelles sont les principales méthodes de constat de gestation. Voyons ce qui existe et voyons ce qu'il y est envisageable pour le futur. Classiquement, la période très précoce entre le 1er et le 7e jour suivant la fécondation, il n'existe pas en pratique courante, je dirais, de méthode spécifique. C'est essentiellement dans le cadre de la récolte d'embryons que l'on peut effectivement quantifier cette mortalité embryonnaire très précoce. Sur base de quoi? Eh bien, une fois le contenu utérin récolté, on peut rapidement se rendre compte qu'il y a trois types de structures que l'on peut identifier. Dans le meilleur des cas, on va bien entendu récupérer des blastocystes qui témoignent non seulement de la qualité de la fécondation, mais également de la qualité des développements de l'embryon au cours de ces premiers stades. Mais il n'est pas rare effectivement que l'on puisse également observer des ovocytes non fécondés et que l'on puisse observer aussi des embryons dégénérés. Donc l'absence, je dirais, de fécondation, ce n'est pas réellement de la mortalité embryonnaire, mais la quantification effectivement des embryons dégénérés permet déjà d'avoir une idée effectivement de l'importance de cette pathologie à un stade très précoce. À un deuxième stade, entre le 8e et le 27e jour, on peut déjà là, avoir, par des manières indirectes, surtout les méthodes chimiques, avoir une idée de l'importance de cette mortalité embryonnaire précoce. La progestérone, on le sait, est utilisée depuis bien longtemps pour faire des constats de gestation et sur base d'un prélèvement réalisé entre le 18e et le 24e jour. La PAG également, sur base d'un prélèvement réalisé vers le 22-24e jour, on peut constater effectivement que sa concentration augmente chez les animaux gestants. Mais à ce stade, 6 à 55% de faux négatifs peuvent être observés et c'est imputable, et notamment ce pourcentage élevé est imputable à la diversité effectivement des PAG synthétisés à cette période. Une autre méthode plus avant-gardiste, mais offerte par l'échographie Doppler, peut être appliquée entre le 20e et le 22e jour. Elle est basée sur simplement l'identification
du degré de vascularisation du corps jaune, dont on voit ici une illustration. Il est évident que si à ce stade-là de la gestation, on a un corps jaune qui témoigne d'une très bonne vascularisation, la probabilité de gestation est ce qu'elle est, elle est relativement bonne. A contrario, l'absence d'identification d'une bonne vascularisation va témoigner effectivement du retour en chaleur de l'animal et d'une absence de gestation. L'interféron taux peut être également évalué, la concentration peut être évaluée entre le 18e et le 20e jour. Selon les publications, on aurait à ce stade-là 70 à 90% de degrés d'exactitude. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a toujours un pourcentage élevé de faux positifs et de faux négatifs. Sans doute que la gestation, l'embryon n'est pas le seul élément qui puisse présider à la synthèse d'interférons. On sait que bien nombre d'atteintes virales contribuent également à la synthèse de cet interféron. Et enfin, il y a les fameux micro-RNA qui sont impliqués dans la régulation de nombreux gènes qui président effectivement aux premières phases du développement de l'embryon. Il y aurait bien des recherches encore à faire pour en démontrer l'utilisation pratique. Passons à la période embryonnaire et à la période fœtale. Je ne vous apprendrai rien que la méthode et bien sûr la méthode dite de, entre guillemets, de référence et bien sûr la palpation. Au plus tôt, elle peut être pratiquée avec un degré d'exactitude suffisant vers le 35e jour, mais en général, effectivement, il faut l'utiliser à partir du 45e jour. Une autre méthode plus précoce, celle-là, c'est bien sûr l'échographie transrectale. Échographie transrectale qui peut déjà être pratiquée à partir du 25e jour de gestation. Une autre méthode, hormonale celle-là, c'est de faire un prélèvement, une évaluation effectivement de la PAG vers le 31e jour de gestation. Et on le sait qu'une diminution de la concentration de cette PAG à ce stade-là de la gestation laisse présumer effectivement de l'augmentation des chances d'avoir une mortalité embryonnaire. Une autre méthode encore, c'est l'échographie en 3 voire 4 dimensions qui permet effectivement, comme illustré sur cette image, d'avoir une idée de l'embryon et de ses différentes structures. C'est une méthode relativement tardive, relativement coûteuse vu le matériel à investir et elle est à réserver à partir du 45e jour de gestation. N'oublions pas une chose, c'est qu'il ne peut y avoir, cliniquement parlant, une mortalité embryonnaire que si on a associé un constat précoce de gestation qui s'est révélé être positif et si on a associé ce constat précoce à un constat tardif de gestation qui lui s'est révélé négatif. Nous envisagerons cet aspect-là des choses lorsque nous allons présenter les prévalences de la mortalité embryonnaire. Nous y voici, et pour présenter ces prévalences, j'ai consulté 2 publications relativement récentes. La première a été faite, cette publication a été rédigée par l'équipe de Willbank en 2016, et la seconde plus récente, elle résulte d'une méta-analyse réalisée par Rees en 2020, et elle concerne plus spécifiquement la mortalité embryonnaire chez le bétail à viande. Il s'est basé pour réaliser cette méta-analyse sur 48 publications qui concernaient 56 000 constats de gestation. Voyons quelques chiffres. Comme je le disais tout à l'heure, une petite remarque bien entendu s'impose, c'est que vous constatez ici que si la période embryonnaire tardive s'arrête plus ou moins comprise entre le 28e et le 45e jour, les études réalisées ont débordé cette phase spécifique de la mortalité embryonnaire tardive, puisque les constats tardifs de gestation ont été considérés comme avoir été réalisés jusqu'au 60e jour, pour pouvoir donc bien comparer les résultats à une période plus précoce et à une période plus tardive.
Alors voyons maintenant ce qu'il en est de cette prévalence de la mortalité embryonnaire et commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, par la publication de Willbank qui a concerné essentiellement les races laitières. Eh bien, selon Willbank, les pourcentages de non-fécondation sont comprises entre 15 et 30%. Pourquoi ces valeurs différentes? Eh bien parce que cette évaluation a été réalisée dans des contextes différents et ils ont voulu, et notamment, bien entendu, vérifier l'impact d'un stress thermique. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que ce stress thermique s'accompagnait d'un pourcentage non négligeable de non-fécondation. Effet à la fois sur l'ovocyte, mais effet aussi sur le spermatozoïde. En ce qui concerne la période, la première semaine de gestation, vous voyez que selon les études, et c'est une période très à risque effectivement de mortalité embryonnaire, les pourcentages de mortalité embryonnaire sont compris entre 31 et 49%. Là aussi, entre autres hypothèses, c'est l'effet négatif conséquent du stress thermique. Entre les jours 19 et 27 de gestation, le risque d'interruption de cette gestation est évalué à plus ou moins 20%. Et en ce qui concerne la mortalité embryonnaire tardive, 12% est le pourcentage moyen que l'on peut effectivement observer. On se rend donc compte que plus la gestation avance, et plus le risque de mortalité embryonnaire diminue. En ce qui concerne l'avortement précoce, les valeurs de référence sont inférieures à 2% au cours du 3e mois de la gestation. Passons à présent sur les races à viande et donc sur la méta-analyse réalisée par Rive en 2020. Bien, il estime, sur base des études consultées, que le risque de non-fécondation et de mortalité embryonnaire très précoce, c'est-à-dire avant le 4e jour, est estimé à plus ou moins 23%. Qu'en est-il entre le jour 0 après la fécondation donc et le 32e jour de gestation? Eh bien, on arrive pratiquement à 50% plus ou moins d'interruption de la gestation. Ils ont comparé également Bos indicus à Bos taurus, et il semblerait que chez Bos indicus ce pourcentage soit quelque peu plus élevé que chez Bos taurus. Ils ont fait des analyses plus spécifiques concernant la période, la première semaine de gestation, et le pourcentage d'interruption de gestation a été de plus ou moins 28%. Qu'en est-il de la période de la 2e semaine de la gestation? 3,9%. Et qu'en est-il des 3e et 4e semaines de la gestation? On en arrive à une fréquence de plus ou moins 15%. Ils ont comparé également en fonction du numéro de lactation et ils ont constaté, chose tout à fait normale, c'est que le pourcentage de mortalité embryonnaire était de 44% chez les génisses, de 54% chez les primipares et de 48% chez les vaches de plus d'une lactation. Enfin, ils ont comparé la méthode de reproduction et son impact sur les interruptions de gestation. Lors d'insémination sur un œstrus détecté, ce pourcentage était de 32%. Vous voyez que la synchronisation au moyen de prostaglandine ou de GnRH, le fameux protocole of-Synch, et donc la réalisation d'une insémination systématique, le pourcentage pouvait s'élever à 50%. Et après un transfert d'embryon, le pourcentage d'interruption de gestation a été estimé à 54% pour la période comprise entre le jour suivant la fécondation et le premier mois de gestation, la fin du premier mois de gestation. Qu'en est-il maintenant de la mortalité embryonnaire tardive chez les espèces à viande? Estimation faite de 6% ici. Et cette fréquence est différente suivant le numéro de lactation. Il serait de 8% chez les génisses, de 5,4% chez les primipares et de 5,1% chez les pluripares. De même que l'effet du système de reproduction,
Timed Artificial Insemination, donc une insémination systématique après un programme de synchronisation, induit 4,9% de mortalité embryonnaire tardive et 10,2% d'interruption de gestation après un transfert d'embryon. En ce qui concerne la période fœtale proprement dite, au-delà du 30e jour et avant le 280e jour de gestation, ils estiment que la fréquence des avortements est inférieure à 6%. Voilà quelques chiffres qui permettent de relativiser l'importance de ces pertes, l'importance de ces prévalences de mortalité embryonnaire en fonction du stade de la gestation. Voilà, je vous propose de nous retrouver éventuellement dans la dernière partie consacrée à la mortalité embryonnaire, et là nous allons envisager quelques hypothèses et nous essaierons de tirer quelques conclusions de ces différentes vidéos. Encore et toujours, si vous voulez reconsulter, vous pourrez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Il vous suffira de taper mon nom dans l'onglet Recherche. De même, je vous donne rendez-vous sur les pages Facebook, les pages de Théréogénéalogie et de Rhume Expert. À bientôt.